Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité qui continue de marquer l'histoire du judaïsme français et de la France elle-même. Marek Alter, bonjour. Bonjour. Alors, Marek, vous êtes né le 27 janvier 1936 à Varsovie. Vous abordez dans vos livres de nombreux sujets liés à l'histoire du peuple juif, depuis la mémoire d'Abraham jusqu'à la Bible au féminin, et votre dernier livre, Un monde sans prophète, que vous venez de publier récemment. Alors, on va parler de la femme au féminin dans l'islam. Vous êtes l'ami de BHL, de Finkielkraut, de Guy Sormand, de François Giroud, qui vous appréciez énormément. Et ça, très peu d'intellectuels ont eu des amitiés avec autant de personnalités à travers la France. Votre œuvre littéraire est immense. 34 livres traduits en plusieurs langues. On va en parler de l'écrivain, du militant, infatigable pour la paix et des droits de l'homme. Et aujourd'hui, vous venez d'écrire une lettre à Vladimir Poutine. Marek Alter, d'abord, d'où vous vient toute cette passion littéraire, militante aujourd'hui ? Vous savez, bon, je n'en sais rien. Il aurait fallu demander à mes parents. Je crois que j'aime les gens. Ils m'intéressent. Vous parlez aux gens. Parler aux gens. Mais pas parler aux gens d'une manière indéterminée. Quand je vais aller voir quelqu'un, je m'interroge sur lui. Je m'informe sur lui. Chacun, nous sommes les mêmes. Dieu a créé l'homme à son image. Noir, blanc, jaune, petit, grand, riche, pauvre. Ça, nous connaissons. Nous avons les mêmes lectures. Mais l'autre, il est comme moi, mais il n'est pas moi. Et ça, on oublie très souvent. On donne des leçons de morale tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on parle à des doubles de nous. Or, les autres sont les autres. Ils ne sont pas nous. Chacun, nous avons une mémoire collective et nous avons des mémoires individuelles. Hein? Notre maman nous a parlé différemment. Hein? Notre papa, peut-être, a eu une attitude différente. On n'a pas lu le même livre. On n'a pas écouté la même musique. Ce sont des petites choses qui déterminent. Donc, moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est pour ça que j'ai écrit des romans, que j'invente des histoires, parce que il y a cette multitude des regards qui me regardent. Victor Hugo pensait qu'il y avait un seul regard. Hein? Et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Ça, je suis d'accord avec lui. Dieu, c'est ça, c'est le regard. Et en même temps, il y a des milliards de regards qui nous regardent. Et on les affronte. Et on se demande qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Si je parle à chacun d'eux. On se trompe parfois. On se trompe parce qu'on prend un Rafi pour quelqu'un d'autre. Or, Rafi est Rafi. Il a son histoire. Il a ses rapports avec moi. Donc, je pense que je suis passionné par la vie. La manière d'aimer quelqu'un, c'est d'abord de le regarder et de lui parler. La manière de lui parler, c'est une forme de respect pour vous à l'égard de l'autre. Oui, c'est d'abord comprendre qui il est et ensuite lui parler. L'autre, c'est aussi l'étranger. Oui, il n'est pas moi. Donc il est l'étranger. Est-ce que vous partagez cette formule talmudique qui dit, dans le judaïsme, l'étranger ne doit pas nous être étranger? Ben, ça, il a raison, bien sûr. Parce que nous sommes... Est-ce que ça vous arrive parfois, vous regardez dans la glace et ne pas vous reconnaître? Ça m'arrive. Je dis, ma merde, mais qui est-ce? C'est barbu. Qui est-ce? Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas parce que je me suis levé un matin avec des pensées qui m'étaient encore étrangères. Et je me reconnaissais pas. Donc, c'est un apprentissage permanent. Et si on aime les gens, si on est passionné par les gens, ben, on continue à agir et à écrire.
Il n'y a pas de limite. Et, vous savez, les jours où la mort viendra et me dira, c'est le moment, je lui dirai quoi? Reviens demain. J'ai encore des choses à terminer. Vous lui diriez quoi? C'est ce que je lui dirais. D'ailleurs, c'est une jolie scène dans le Coran. Hein? C'est pas un peu prétentieux, Marek, de dire reviens demain, j'ai encore beaucoup de choses à faire? Ben, ça marche de temps en temps. Ça marche. Je ne sais pas dans quel prophète, c'est Élie, je crois, chez nous. Et chez les musulmans, c'est avec Mahomet. Mahomet est sur son lit de mort. Il y a 2 femmes auprès de son lit, Aïcha et Fatima, sa fille, donc les chiites et les sunnites. Hein. Et puis, quelqu'un frappe à la porte, et Fatima va pour ouvrir, elle arrive, il dit, papa, il y a quelqu'un qui dit qu'il est venu te chercher. Et Mahomet, il dit, dis-lui que j'ai encore des choses à faire, qu'il revienne demain. Et la mort s'en va, elle revient le lendemain. Je crois que c'est tellement naturel, c'est tellement juste. Hein, c'est tellement juste, il y a tant de choses à faire. Hein, vous m'avez parlé tout à l'heure, avant qu'on commence notre entretien, de la paix entre la Russie et l'Ukraine. On va y arriver, Marek. Ouais. Mais d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que nos auditeurs n'oublient pas l'homme central que vous êtes encore dans le judaïsme et le respect que observent à votre égard les institutions, une grande majorité de juifs. Et vous avez été un combattant de la paix, de la défense des institutions juives, du sionisme d'Israël, à votre manière. Vous avez été avec Glucksmann, BHL, Finkielkraut, le fer de lance, un peu le dôme de fer de cette communauté. Mais vous venez de publier, Marek, une lettre ouverte à Vladimir Poutine, et dont de nombreux médias d'ailleurs ont publié il y a quelques jours. Et il faut dire à Poutine que nous le comprenons. Je n'ai pas dit que nous le comprenons. Que? Non. Il dit que à Poutine, je lui rappelais il faisait partie de cette communauté des humains. Je lui parle un homme qui le connaît depuis 30 ans, puisque je l'ai connu il y a 30 ans. Il était maire adjoint de Sobchak, de maire de Saint-Pétersbourg, donc je l'ai vu évoluer. Vous savez, mais vous avez gardé des relations avec lui. Vous avez gardé des relations avec lui depuis 30 ans? Oui. Et cette lettre ouverte, Marek Alter, comme vous connaissez Poutine depuis 30 ans, votre lettre serait un plaidoyer pour la paix. Vous pensez avoir une chance d'être écouté? Je pense, autrement je ne l'aurais pas écrit. Ça veut dire, je parle. Quand il s'agit de la vie et de la mort des gens, parce que nous, on parle, ça devient un peu comme un jeu d'échecs, un jeu rhétorique, idéologique, etc. Mais pendant que nous parlons, des gens meurent. Que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, les gens meurent. Nous, on est loin du front. Et je ne peux pas oublier que quand moi j'étais dans les ghettos de Varsovie, et je l'ai écrit dans mon premier livre, que quand je suis arrivé en France, et j'ai appris que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie, il y avait des hommes et des femmes qui visitaient le Louvre. Ça m'a tellement foutu en rogne que j'ai écrit dans mon premier livre, Les fous et les rois, que j'avais envie de faire sauter le Louvre. Foutre une bombe. Rien que ça. Il n'y a pas de raison. On a massacré un tiers du peuple juif et on continue à admirer la Joconde, la noce de Cana de Véronèse, Tintoret, Velázquez. C'était le Marek révolté. Et je m'en suis voulu après d'avoir écrit ça. C'est très drôle, c'est la première fois que je raconte, parce qu'à l'époque, il y avait la lutte on a oublié, un front national de la libération de Bretagne. Bretons. Les Bretons, qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils ne voulaient pas l'indépendance.
hein. Il voulait qu'on introduise les Bretons dans les écoles en Bretagne. Il voulait une télévision bretonne. Et ils ont posé des bombes, ils ont tué des gens. Alors, Le Monde, Pierre Viançon-Pontet, dans Le Monde, il les a condamnés. Qui était le directeur du journal Le Monde. Oui, il les a condamnés. Et du coup, il reçoit une lettre de ces fronts de libération de Bretagne en disant « Vous êtes amis de Marécalter qui voulait faire sauter les Louvres et vous nous condamnez parce qu'on pose des bombes. » Et alors, Pierre Viançon-Pontet m'appelle, il dit « Qu'est-ce que tu répondrais ?» Moi, je n'ai pas mis la bombe. C'est ça la différence. Ça veut dire, parfois, nous sommes en colère, nous sommes débordés. Ça reste théorique. Oui, ça veut dire, on ne met pas en exécution notre colère. Non. Donc, pour revenir à Poutine, dites-nous dans quelles circonstances vous l'avez connu, parce que vous nous avez dit qu'il avait un peu le style James Bond quand vous l'avez rencontré. Ah oui, non, ben c'est amusant, je le raconte dans mes mémoires. Et j'ai créé la première université française en Russie post-soviétique avec Andrei Sakharov, c'était son idée. Sakharov trouvait que la liberté prix Nobel. ne venait pas, c'était pas une affirmation qui venait normalement. Il disait que la liberté, c'était comme une orange, apelsine en russe. Celui qui n'a jamais vu d'orange ne demandera pas d'orange. Il faut d'abord qu'on explique aux gens que l'orange existe, les qualités de ses fruits. Et alors peut-être les gens vont commencer à demander l'orange. Et alors on leur apportera l'orange. Donc la liberté, c'est la même chose. Alors je lui ai dit, dans ces cas, il faut aller dans les universités et expliquer. Il dit non, non. Moi, j'appartiens encore à la génération qui n'a jamais connu d'orange. Moi non plus. C'est pas parce que j'étais arrêté par les KGB que je sais ce que c'est l'esclavage, mais je connais pas l'orange. C'est assez intéressant ce qu'il a dit. C'est dans la Bible, c'est Pâques. Oui. Les Juifs ont suivi Moïse parce qu'ils ne voulaient pas d'esclavage, mais ils ne voulaient pas la liberté, puisqu'ils se révoltent contre Moïse. Ils ne veulent pas la liberté. Ils ne veulent pas payer les prix de la liberté. Vous voulez retourner en Égypte? Ils voulaient retourner en Égypte pour profiter de ces casseroles pleines de soupes ou je ne sais pas de pastèques. Voilà, même s'ils devaient travailler jour et nuit. Donc, voilà. Et puis, les maires de Saint-Pétersbourg, apprenant qu'on a créé une université à Moscou, me contactent par intermédiaire de Jacques Chirac, qui à l'époque était maire de Paris. Il dit « Je veux aussi une université française à Saint-Pétersbourg ». C'était 92. Alors je parlais avec Mitterrand, il dit « C'est une très bonne idée ». Il a demandé à Elisabeth Guigou, qui était à l'époque ministre des Affaires européennes. Moi, j'ai pris François Furet, qui était le grand historien, pour donner la première conférence, et on est allé pour inaugurer une université française à Saint-Pétersbourg. Et Sobchak a organisé un dîner. Il y avait une grande table ronde, un peu plus grande que celle qui nous sépare tous les deux. Et il y a entre Elisabeth Guigou et moi, il y a un jeune homme qui est assis, plutôt timide, maigrichon. Il a grossi depuis, c'est le pouvoir qui vous fait grossir. Et puis, à un moment donné, Elisabeth Guigou me dit, écoute, tu parles russe, demande-lui à ce jeune homme qu'est-ce qu'il veut, il me réluque tout le temps, il parle ni l'anglais ni français, il parle l'allemand, je ne sais pas d'où ce qu'il a appris l'allemand, demande-lui qui il est. Donc je lui demande, qui êtes-vous? Il dit, voilà, je suis maire adjoint de Saint-Pétersbourg, responsable des affaires internationales. Marécalter, on est quelle année là? 1992. Et je lui ai dit, mais vous ne parlez pas anglais? Si, mais je parle l'allemand. Où est-ce que vous avez appris l'allemand? En Allemagne, j'étais 6 ans à Dresde. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'étais dans le KGB.
Je dis quoi? Il faut comprendre, ça veut dire pour nous, que nous nous battions contre les goulags, KGB, etc., s'est trouvé en face d'un KGBiste, c'est quelque chose. Je dis quoi? Alors il a compris très vite qu'il m'a heurté. Il dit non, j'étais pas au goulag, j'étais, comment on appelle ça chez vous? Un James Bond. J'étais un James Bond russe. J'étais le chef d'espionnage en Allemagne. C'est ça que vous rappelez dans... Voilà. Alors, vous affirmez à Poutine, vous dites à Poutine dans votre lettre qu'il est en réalité, pour revenir sur l'actualité, qu'il est en réalité tombé dans le piège des Américains. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourquoi serait-il un piège tendu par les Américains? Comment vous affirmez que l'OTAN aurait préparé cette guerre? Vous vous souvenez peut-être, ou ceux qui nous écoutent s'en souviennent, 1962. Khrouchtchev, président de l'URSS, installe une base militaire à Cuba. Hein? La crise des missiles de Cuba, face à Kennedy, oui. Voilà. En face de la Floride. Qu'est-ce qu'il fait John Kennedy? Il va à la télévision, il dit « Je vous donne 48 heures, sinon c'est la Troisième Guerre mondiale. » Et il mobilise toutes ses forces militaires. Il met en alerte toute son aviation. Il était prêt d'aller bombarder Moscou. Et Khrouchtchev retire ses fusées. Il y a quelques mois, qu'est-ce qu'il fait l'OTAN? Il met des bases militaires en Ukraine en face de la Russie. Et c'est là il y a différence entre Poutine et John Kennedy. Poutine ne sait pas parler. Il aurait dû, c'est ce que je lui ai dit, il aurait dû aller à la télévision et dire aux Américains la même chose. Ou vous retirez ces bases, ou c'est la guerre mondiale. Il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû faire comme Kennedy? Oui. Menacer? Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que qu'est-ce que nous avons fait, nous les Juifs, en 67? C'était la guerre préventive. Casus belli, la fermeture. Vous vous souvenez, la réaction de De Gaulle, il n'était pas content que les Juifs ont commencé la guerre. Mais on n'aurait pas commencé la guerre, on aurait été envahis. Je ne veux pas comparer, parce que les comparaisons sont toujours à côté de la chose, parce que ce n'est jamais la même chose. Mais... Non, mais qu'est-ce qui vous fait penser que c'était un piège? Vous dites à Poutine que c'est un piège tendu par les Américains. Parce que pour installer les bases d'OTAN, bases militaires, à la frontière avec la Russie, pour installer des bases militaires à la frontière avec la Russie, c'est un piège. Ça veut dire qu'il savait que Poutine n'était pas Kennedy, qu'il n'allait pas aller à la télévision pour s'adresser aux Ukrainiens et aux Américains, qu'il allait réagir. Et il a réagi. Et il est dans l'engrenage. À qui profite tout ça? Il faut regarder. C'est comme Agatha Christie nous a appris une chose. À qui profitent les crimes? Ça profite toujours à quelqu'un. Ça profite à quelqu'un. Nous, en Europe, ça ne nous profite pas. On est en pleine crise. Hein, les prix montent. Hein, les chauffages pendant l'hiver nous coûtera 3 fois plus cher, etc. Alors, on dit, oui, mais on a les principes. Mais ce n'est pas nous qui imposons les principes, c'est les Américains. Oui, c'est ça qui vous fait dire que les Américains prétendent... Bien sûr, les Américains ont déjà... Il faut lire la presse américaine. Mais quel est l'intérêt, justement, de provoquer une guerre et de tendre un piège à Vladimir Poutine, Marie Calter? Parce que cette guerre, les résultats, l'Europe est morte dans les plaines d'Ukraine. C'est malheureux. Les grands rêves de Victor Hugo, les nations qui partagent les mêmes amours de Chopin, de Tchaïkovski, de Beethoven, de Mozart, ensemble. Mais quand on regarde la réalité, vous êtes un pessimiste. L'Europe
est morte. Les rêves maintenant des pays, c'est d'appartenir à l'OTAN. Ça veut dire une alliance militaire. Et pour que l'alliance militaire nous protège, il faut des guerres. Ça veut dire qu'on prévoit d'autres guerres déjà. L'alliance militaire a remplacé, et l'alliance militaire est dirigée par l'Amérique. C'est-à-dire les pays préfèrent à l'Union européenne, préfèrent l'OTAN. Bien sûr. C'est-à-dire le militaire par rapport à l'option politique. À propos par rapport à la culture. Parce que l'Europe, c'est l'Europe des cultures. C'est ça que nous partageons. C'est depuis la Renaissance, c'est ça que nous partageons. Nous partageons l'amour des cathédrales, des synagogues, des mosquées, peu importe. La mesquite à des Cordoue, elle est magnifique. Vous avez écrit donc tout ça à Vladimir Poutine. Ben oui. Alors Marie Calter, vous avez évidemment pas de réponse et vous allez partir à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Vous allez déjeuner avec Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et éventuellement vous allez être reçu par Poutine. Vous allez lui répéter tout ça? Ben bien sûr. Ce que je demande, moi je pense, je peux me tromper, Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Mais vous êtes courageux. Non. J'ai des amis comme vous, ou ceux qui m'écoutent, et j'ai les mots. Comme dit Isaïe, c'est Dieu qui lui dit, prenez les mots plein les mains et venez vers moi. J'ai des mots. La parole. Plein de mots. La parole. Je parle des langues. C'est important, une langue. Parler à quelqu'un. Vous allez voir Sadat, vous lui parlez en arabe. Vous allez voir Rabin, vous lui parlez en hébreu. Vous allez voir Biden, vous lui parlez en anglais. Vous allez voir Poutine, vous lui parlez en russe. C'est important. Une langue, parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire. Bon. Moi, je ne vois pas son intérêt de poursuivre cette guerre. Lui, il peut. 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème. La Russie, il faut voir, regardez la carte. Les pays les plus vastes du monde. Genghis Khan, la France, les nazis sont cassés les dents. Aujourd'hui, face à l'OTAN, il a réuni, vous dites, la moitié de l'humanité à travers le BRIC, c'est-à-dire la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie évidemment. Oui, l'Inde. L'Inde, donc c'est-à-dire la moitié de l'humanité s'est réunie hier autour de Poutine. Bah oui. Ce sont pas des dirigeants qui nous plaisent, ce sont des dirigeants autoritaires, bien sûr. Hein. Mais on est obligé de leur parler. Confucius n'était pas plus idiot que Voltaire. Je ne sais pas. Ah si, il faut le lire, c'est intéressant. Ouais. Gandhi était un type extraordinaire. Il a rêvé de l'Inde multiple, ça veut dire hindouiste et musulmane ensemble. Mais attendez, quand les gens interrogent Marie Calter, vous apparaissez comme un homme prétentieux politiquement. J'ai l'envergure de parler avec Poutine et d'aller vers la paix. J'ai confiance dans la nature humaine. Je pense, là, notre président a raison. Il est le seul peut-être en Europe. Je parle d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas l'humilier. Il a utilisé un mauvais mot. Humilié. Marie Calter dirait quoi? Il faut lui... respecter l'autre. Oui, respecter mais quand vous êtes en face d'un dictateur, ce qui représente son peuple. Hein. À partir du moment où il a lu Tolstoï, comme moi, La guerre et la paix, 20 premières pages sont écrites en français. Mais parler à Poutine respectueusement, c'est être naïf de croire que Poutine... Non. Est-ce que Marie Calter, c'est un grand naïf? Non. Si, il faut avoir certaine naïveté. Qu'est-ce qu'il voulait dire Macron, ne pas l'humilier? Ça veut dire de lui permettre de sortir de cette guerre la tête haute. Il y a une différence entre les Français et les Russes. Nous, en France, nous sommes vaniteux. D'où La Fontaine.
les corbeaux et les renards. Marek, vous vouliez ajouter une autre réflexion. Oui, parce que je vais voir, vous avez dit une chose, je suis naïf, je vais aller voir Poutine, je pourrais toujours dire, ça y est, j'ai vu un type, et alors j'en ai vu tant, tous les présidents successifs de la République française. Et je pense, je peux me tromper, qu'il veut arrêter la guerre. Mais il veut l'arrêter sans être, c'est là où le mot de Macron, humilié ou maltraité ou pas, affaibli. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, tu es croyant? Non, je lui dis vous, pas tu. Vous êtes croyant, oui. Jamais ni caravane des représentants de toutes les grandes religions du monde. 48 personnes. Nous allons sur la place Rouge et nous allons à l'église Saint-Basile pour dire une prière pour la paix. Je vous invite, vous venez avec nous et vous rentrez dans l'histoire. Vous faites ce qu'a fait le général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Vous proposez la paix des braves. Voilà Marek, le révolutionnaire pour la paix. En tout cas, merci cette note d'espérance et on attend votre retour. Merci pour ce que vous faites et merci d'avoir accepté l'invitation sur Radio J. Merci Marek Alter.